Marielle, Corinne, Jean-Luc, Jacqueline Gouraud, Michel Mercier qui était là, que j'ai salué. Approchez-vous un peu. Soyez près de moi. Bien, merci. Alors peut-être maintenant les photographes et les photographes et les caméras à l'épaule vont-ils pouvoir glisser? Merci. Allez. Il est temps de bouger. Salut Philippe. Madame Grisbeg, Monsieur Gégou. Bien. Mes chers amis, on va organiser cette séance de vœux de la façon suivante. Je vous propose de dire un mot introductif et puis ensuite je répondrai naturellement à toutes les questions que vous voudrez bien me poser. Donc c'est l'aube d'une nouvelle année. Je veux vous dire à l'entrée de cette nouvelle année, personnellement, que je pense à vous. Vous me permettrez que mes premiers mots soient pour les journalistes, qui sont nos compagnons, nos interlocuteurs de tous les jours. Et puis je pense aux élus. Ces temps-ci, j'y tiens encore plus que d'habitude. Pour nos adhérents, pour nos militants, pour les responsables de notre nouveau mouvement. Pensez pour les sympathisants, si nombreux parmi les Français de ce grand courant politique. Pour chacun d'entre vous, je forme des vœux de réussite, de courage, si vous traversez des épreuves, d'enthousiasme pour l'avenir, de fermeté dans vos choix. Pour notre pays, je forme le vœu qu'il trouve son chemin, qu'il le trouve, ce chemin, en étant rassemblé dans les temps troublés que nous traversons. Le nouveau pouvoir est en place depuis 8 mois. Comme vous le savez, nous avons refusé d'appartenir à la majorité nouvelle, et cela n'a pas été sans conséquences. Si je l'ai fait, c'est pour des raisons lourdes qui tiennent à l'essentiel, qui tiennent au projet politique et qui tiennent aux choix d'attitudes personnelles qui sont ceux de Nicolas Sarkozy. J'ai fait ce choix sans rien ignorer de la dureté du chemin que je choisissais, ni de ce qu'il faudrait de fermeté d'âme, fermeté prometteuse, mais fermeté quand même, à ceux qui choisiraient ou accepteraient de faire ce chemin avec moi. Tous les jours qui passent, je vérifie ce que cette intuition avait de fondé. Tous les jours qui passent, je vérifie en tout cas que les craintes qui étaient les miennes se réalisent les unes après les autres. Quand on doit juger ces premiers mois, le premier mot qui vient, c'est confusion. Je veux prendre le sujet qu'on nous disait principal, celui du travail et du pouvoir d'achat. Au fond, les 6 premiers mois de ce mandat, les 6 premiers mois de gouvernement, on a dit aux Français quelque chose de simple. On leur a dit, si vous voulez gagner plus, vous allez pouvoir le faire en travaillant plus, en faisant des heures supplémentaires, en faisant racheter vos journées accumulées de RTT. Et on a présenté cela, travailler plus pour gagner plus, comme la résolution des principaux problèmes du pays. Alors bien entendu, il y a eu 2 désillusions assez lourdes l'une et l'autre. La première de ces désillusions, c'est que les Français ont découvert, mais l'ignoraient-ils vraiment, que les heures supplémentaires, cela ne se décrète pas. En tout cas, que ça ne se décrète pas
sur décision du salarié. Ce qui fait les heures supplémentaires, c'est le carnet de commandes de l'entreprise. Et la deuxième désillusion, c'est que pouvoir politique et pouvoir administratif, je ne sais pas si c'était sans s'en rendre compte ou au contraire, sachant parfaitement ce qu'ils faisaient. Connaissant la France, l'un et l'autre sont possibles. On fait du texte libérant, entre guillemets, les heures supplémentaires, une incroyable usine à gaz, absolument incompréhensible, même pour les DRH des entreprises, même pour les experts comptables. Mais enfin, dans tous les bilans de fin de l'année 2007, chaque fois qu'un parlementaire de la majorité devait s'exprimer, il soulignait à l'envi le plus, la chance qu'avait représenté pour beaucoup des salariés cet apport des heures supplémentaires. Et on disait, souvenez-vous, pour un salarié au SMIC qui accepte de travailler 4 heures par semaine, ça représente ce mois-ci une augmentation de 15%. Et tout le monde disait ça partout, sur tous les plateaux. Et voilà que, sans rien nous dire, presque sans qu'on le remarque, presque sans qu'on le souligne, en tout cas sans nous avertir en quoi que ce soit d'un changement d'orientation du gouvernement, en fait, on a assisté ces derniers jours à un changement de cap à 180 degrés. On a découvert, dans la lettre d'orientation du gouvernement, puis de manière encore plus explicite dans les déclarations de Nicolas Sarkozy hier, que le but était désormais la disparition du repère des 35 heures dès cette année. J'imagine, et vous aussi, j'imagine que si l'on supprime les 35 heures, c'est pour allonger la durée du travail. Et donc, il n'y aura plus d'heures supplémentaires. On va remplacer des heures supplémentaires payées 25% de plus, non chargées et non imposées, par des heures normales, payées 25% de moins, chargées et imposées. Et si je compte bien, c'est donc travailler plus pour gagner moins. Un changement complet de politique du travail, et s'il n'y a plus cette référence à la durée légale, alors il n'y aura plus d'heures supplémentaires et plus de jours de RTT à récupérer ou à racheter. L'impression de confusion est donc réelle et va être très lourde dès l'instant que les salariés, et notamment les cadres, vont découvrir qu'on leur a dit en 6 mois 2 choses absolument contradictoires et dont la seconde annule la première. Et on a une impression, à écouter ces déclarations successives, on a une impression d'improvisation, d'influence contradictoire, de foucade, toujours assénée sur le même ton volontariste. Mais où est la logique? Où est la cohérence? Où est la préparation? Où est la négociation préalable? Une nouvelle fois, il va falloir, dans les entreprises, défaire ce qu'on a fait avant de refaire ce qu'on avait défait. Tant d'annonces, tant de dossiers ouverts, la plupart du temps oubliés sans avoir avancé, tout cela pose le problème de la méthode choisie pour réformer. Alors cette méthode, nous dit-on, c'est tout changer en même temps. C'est la stratégie qui est annoncée. Mais si l'on ouvre les yeux, alors on s'aperçoit de ce qu'il y a de leurre dans cette stratégie. Il n'y a pas un pays, pas une société contemporaine, complexe, où l'on puisse annoncer vouloir tout changer en même temps. Les changements qui comptent sont peu nombreux, mais ils demandent de gros efforts d'explication, une réflexion approfondie, de grands et durables efforts de pédagogie. Ils demandent un calendrier pour qu'un pays les programme, y réfléchisse, les accepte et les adopte. La politique du tournis. La politique du tournis, pour nous, c'est le contraire d'une vraie politique de réforme. Le tournis ne conduit pas le pays à la volonté durable d'adopter une nouvelle architecture sur quelques points essentiels.
Et lorsqu'on s'y risque, alors la réalité se venge, elle revient en boomerang, on l'a vu avec le pouvoir d'achat, entre le « tout est possible » du printemps, ce qui était évidemment un leurre, et les « caisses sont vides » d'hier, ce qui est la vengeance de la réalité. Entre heures supplémentaires et fin des heures supplémentaires, il ne s'est pas écoulé 8 mois. 8 mois avec tous les pouvoirs entre les mêmes mains. Et on le verra à l'hôpital. Les précédentes réformes ont mis des mois et des années de travail acharné avant d'être plus ou moins mises en place. On annonce aujourd'hui, une fois de plus, qu'on va tout changer. Et qu'on va tout changer alors que, je vous le rappelle, la précédente réforme n'est toujours pas en application. Il y a un côté, comment dirais-je, puéril, enfantin, dans cette idée qu'on va tout mettre par terre et tout reconstruire sans réflexion préalable, sans concertation. Au bout du compte, c'est la démocratie qui en souffrira, c'est l'image que nos concitoyens ont de l'action publique. Et cela repose sur une idée fausse. C'est une idée fausse que dans un pays comme le nôtre, on puisse décider de tout au sommet, que le pouvoir d'un seul homme, je le rappelle après un certain nombre de phrases hier, le pouvoir d'un seul homme, c'est bien cela qui s'appelle monarchie. Le pouvoir d'un seul, et pas l'hérédité. Parce qu'il y a des monarchies héréditaires et il y a des monarchies électives. Et il me semble que la France pourrait réfléchir avantageusement à la qualification de la monarchie qu'elle est en effet en train de vivre. Donc c'est une idée fausse de penser que le pouvoir d'un seul homme peut être assez informé, omnipotent, pour être capable de décider de tout. Là encore, il y a du puéril. Et du puéril qui n'est pas régressif que pour un seul. C'est régressif aussi pour la société. Car c'est un mal français de croire qu'en haut, on peut décider de tout. Alors quand en haut, on fait comme si c'était vrai, on aggrave cette faiblesse, cette névrose nationale. Toutes les institutions de la société, la démocratie sociale en particulier, au lieu de les déshabiller, au lieu de les dépouiller de leur pouvoir, il faut au contraire les responsabiliser. Il faut non pas se précipiter dans une fuite sans fin, mais prendre le temps de penser, d'expliquer, de convaincre. Alors, au-delà de la méthode, qui était le premier point de confrontation, la première différence que nous avons et que nous ressentons envers la politique suivie, il y a une autre question. Quel est le sens profond de tout cela, s'il y en a un? J'ai été très intéressé par une analyse passée inaperçue qui est parue récemment dans le journal Challenge, qui est signée par Denis Kessler, l'ancien numéro 2 du MEDEF, qui est une analyse brève, il n'y a pas plus d'une vingtaine de lignes, mais que j'ai trouvée percutante et donc d'autant plus intéressante. L'analyse est celle-ci, je cite à peu près exactement les propos, mais vous pourrez en vérifier la teneur exacte. Denis Kessler dit « La liste des réformes du gouvernement peut donner une impression de patchwork. On ne s'y retrouve pas, personne n'arrive à en voir la logique, mais en réalité, la logique existe. Elle est de défaire méthodiquement tout ce qui a été fait en France après la guerre à partir du programme du Conseil national de la résistance. » Et il me semble que là, en effet, nous sommes au cœur du sujet. Est-ce que le modèle de société de la France républicaine, laïque, démocratique et sociale, est-ce que ce modèle de société qui fait de la France un môle de résistance, en particulier dans la mondialisation, est-ce que ce modèle est un modèle d'avenir ou un modèle du passé? Est-ce qu'il faut corriger ces usures et ces dérives qui sont inévitables en 60 ans, ou le déclarer nul et non avenu, le jeter comme un chiffon de papier pour adorer de nouveaux dieux? Eh bien, je veux le dire au nom de beaucoup de Français. Ces idéaux que nous avons contribué à définir, je dis nous comme famille de pensée, comme partie prenante et pilier du Conseil national de la résistance,
ces idéaux-là, républicains, l'idéal républicain français, ce sont des idéaux d'avenir. Résister à une société des rapports de force, résister à une société qui considère les femmes et les hommes non pas comme des citoyens, mais uniquement comme des cibles de communication et des éléments de production et de consommation. Résister en réclamant d'y voir clair, d'être informé en temps utile, quand les décisions se préparent, en exigeant la responsabilité du citoyen qui seul permet l'épanouissement. Résister par l'éducation, résister par la culture, résister par la démarche de coopération, de mutualisme. Dans le monde comme il est, où la mondialisation est dominée par un modèle unique, résister au nom de ces valeurs. C'est un projet de société et c'est un projet de civilisation. Derrière ce grand rideau de fumée, il y a en effet une confrontation, une alternative qui va, je le crois, recomposer la vie politique française. Et c'est en effet une question de civilisation. C'est-à-dire, si l'on cesse de se payer de mots pour produire un grand rideau de fumée, c'est une question de valeurs. Et c'est précisément sur la question des valeurs que nous sommes en désaccord avec la manière dont se comporte et conduit la politique de la France Nicolas Sarkozy. Et j'en suis persuadé, la France éternelle, est en désaccord avec celui qui la gouverne. La France éternelle a besoin qu'on lui dise la vérité. Elle aurait eu besoin d'une politique de vérité, notamment sur la dette et la dépense publique. La France, elle veut la laïcité dans tous les domaines, et ça n'est pas un hasard si j'évoque ce point aujourd'hui, après un certain nombre d'interventions dont vous vous souvenez dans les derniers jours de 2007. La France veut la laïcité dans tous les domaines. Aussi bien, car pour moi c'est la même chose, aussi bien la distinction entre religion et État, qui est mise à mal aujourd'hui, qu'entre vie publique et vie privée. C'est le même genre de distinction qui fonde l'idée que nous nous faisons de la République et de la démocratie en France. La France, elle veut qu'il y ait dans la vie sociale des règles simples qui protègent le faible contre l'abus, contre la position dominante du fort, et que le reste soit pris en charge par une démocratie sociale réelle exerçant sa pleine responsabilité. La France éternelle, la France républicaine, elle veut que le monde des affaires et le monde de l'action publique soient clairement distingués, que l'un ne déborde pas sur l'autre. C'est pourquoi, par exemple, à mes yeux, le président de la République française ne doit pas être l'obligé, pour ses déplacements ou ses vacances ou son confort, de l'une ou l'autre des puissances financières ou étrangères qui peuvent avoir intérêt à ces liens d'obligation. La France éternelle, elle veut une diplomatie de résistance et pas une diplomatie de complaisance à l'égard de quelque puissance que ce soit. Ainsi, la voix de la France sera pondérée, originale et entendue. Pardonnez-moi de le dire ainsi, et ça me peine de le dire. Je vois plus d'indépendance aujourd'hui, indépendance nationale et indépendance européenne, chez Angela Merkel que chez Nicolas Sarkozy, qui donne des gages à tous ceux qui ont la puissance la plus impressionnante, comme les États-Unis, la Russie ou la Chine, ou la plus frelatée, comme Kadhafi. C'est sur la question des valeurs, en effet, je le crois, des valeurs de civilisation que peu à peu se concentrera le débat sur l'avenir de la France. En même temps, se posera inéluctablement devant les résultats constatés, plus que contrastés, constatés, et les dérives toujours plus nombreuses, la question même de notre démocratie. Tous les jours, hier encore, on ajoute des commissions aux commissions pour réécrire, prétend-on, notre Constitution. En vérité, pour que rien de décisif ne change. Or, un jour viendra où se posera aux Français la question, et c'est pour moi la seule question qui vaille, savoir s'il est bon
et s'il est juste pour notre pays. Seul dans le monde, qu'un homme seul puisse s'arroger autant de pouvoir sans aucun contre-pouvoir effectif. Ma conviction est que la Ve République était écrite pour des présidents sages. Et c'est la sagesse aujourd'hui qui manque le plus. La sagesse manque partout. Les mots sont utilisés, non pas à leur vrai sens, mais comme rideau de fumée pour dire le contraire de la réalité. Comme George Orwell l'avait prédit lorsqu'il dessinait ou annonçait la novlangue dans son livre qui s'appelle 1984, où l'on prenait les mots pour dire en réalité le contraire de ce qu'ils signifient. On prenait les mots non pas pour traduire la réalité, mais pour déguiser la réalité et faire le contraire. Regardez, on dit politique de civilisation, alors que ce dont il s'agit, c'est bien d'un abandon de civilisation au profit de la société de la force, de l'argent et de la pipolisation. Les réformes abandonnées aussitôt que décidées, tout nouvel événement donnant lieu à l'annonce d'un nouveau texte alors que le précédent n'est pas encore appliqué, comme on le voit 100 fois en matière de justice, en matière de droit pénal, en matière de gestion de la puissance publique et de l'État. Les annonces précédant toujours la réflexion, dans une fuite en avant éperdue, où le lendemain perd de vue ce qui a été dit la veille. Autrement dit, pas une politique du durable, mais une politique de l'éphémère, entièrement concentrée, non pas sur la conscience des citoyens, mais sur la communication. Le jour viendra où les Français comprendront qu'ils sont de ce perpétuel abus de pouvoir, de cette fuite en avant, les premières victimes. La question de la démocratie, la question de nos institutions, elle n'est pas derrière nous, elle est devant nous. Le jour vient où la République et les citoyens exigeront des institutions démocratiques, c'est-à-dire les équilibres nécessaires pour imposer la sagesse, même à ceux qui en manquent le plus. Ces deux enjeux, valeurs qui construisent un projet de société, aussi bien que d'authentiques civilisations, et institutions qui font la démocratie, ces deux enjeux sont si grands, si cruciaux, l'attaque est si rude contre nos valeurs qu'ils supposent des rassemblements nouveaux. Je vois bien, et je trouve que c'est heureux, même si l'on n'en parle pas encore, mais je vois bien que des républicains, des démocrates, des citoyens de toutes opinions s'interrogent, y compris parmi ceux qui avaient fait une confiance sans mesure au candidat Nicolas Sarkozy. Ces interrogations préludent à une demande, à l'attente d'une alternative, d'une proposition politique pour que la France retrouve ses valeurs, une méthode calme et de fond pour la réforme, des institutions qui la rassurent et lui permettent de choisir son chemin. Je forme le vœu que l'année qui vient, après les échéances électorales locales, qui vont voir proposer de notre part une démarche nouvelle, des équipes nouvelles elles aussi, je forme le vœu que cette proposition politique nouvelle, alternative, se forme et qu'elle s'affirme. En tout cas pour nous, nous serons au rendez-vous. Je vous remercie. Très bonne année à tous.